Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission du Développement durable et Aménagement du territoire, Monsieur le Président de la Commission des affaires économiques, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Je voudrais en préambule vous remercier pour l'écoute et l'ouverture dont vous avez fait preuve lors de nos échanges en commission sur ce texte. Je crois que par les temps qui courent de régression démocratique et d'occultation de la parole et de l'existence même des 10 Outre-mer, c'est un fait qu'il faut souligner et mettre sans aucune flagornerie de ma part à votre crédit particulier, vous, Madame la Ministre, et vous, Monsieur le Président de la Commission Développement durable. Homme des 10 Outre-mer, j'aborde ce texte ambitieux avec beaucoup d'humilité. En effet, et à l'instar de notre ami Moutaï Brozerson, qui a eu sur le texte relatif à la biodiversité des mots très justes, nous pouvons affirmer que pour aborder la nature, il convient de substituer l'humilité à l'ambition. Et c'est là que ce texte ambitieux d'accélération pêche sans doute. Il pêche par un excès d'ambition ou par une ambition démesurée, visant à rattraper un énorme retard accumulé depuis de nombreuses années. Car voici qu'il faut accélérer le déploiement des énergies renouvelables alors que l'on a démantelé le service public de l'énergie à travers le démantèlement d'EDF. Voici que l'on parle d'une grande ambition alors même que la France s'apprête à vivre au nom de la sobriété énergétique des coupures qui nous rappellent les temps de l'après-guerre. Voici qu'on nous contraint à aller à marche forcée vers l'électromobilité, alors même que l'on a désindustrialisé massivement. Bref, on parle d'ambition après avoir tout cassé, fait table rase et qu'il faut repartir de zéro. Enfin, ce projet rempli d'ambition comporte d'énormes lacunes qu'heureusement les débats du Sénat et ceux menés en commission développement durable et aménagement du territoire de l'Assemblée nationale ont permis en partie de combler. Mais sans doute aurait-il été plus raisonnable de se donner le temps de la réflexion et de prévoir une loi de programmation fixant nos objectifs et nos possibilités filière par filière. Cela aurait évité ce côté inachevé et mal pensé de ce texte. Certes, le président de la République a fixé des objectifs, mais la volonté de Jupiter n'est pas nécessairement celle du peuple et de sa représentation nationale. À force de faire une politique de coups, de buzz, on finit souvent par brasser de l'air et au final ne rien faire qui vaille. Ce qui explique peut-être les condamnations de vos gouvernements pour inaction climatique. Comme diraient nos grands-parents, il faut éviter de confondre vitesse et précipitation. Or, cette loi n'aura d'impact que si les élus, notamment les élus communaux et les populations l'acceptent et la font leur. Cette dimension est malheureusement très absente du texte. Comme disait feu le général de Gaulle à propos de l'Europe, il ne suffit pas de dire ENR, ENR, ENR en sautant comme des cabris pour que les énergies renouvelables deviennent une réalité. Un autre élément de ce texte, qui se veut ambitieux, souligne cet aspect précipité et non pensé. Figurez-vous que le gouvernement arrive à produire un texte d'accélération des ENR sans un seul mot sur les 10 Outre-mer. Un exploit en soi. Aucun volet consacré aux 10 Outre-mer n'est en effet prévu dans cette loi. Le silence, alors même que ce sont ces territoires qui font de la France la seconde puissance maritime mondiale. C'est dans ces territoires que se retrouvent les plus forts potentiels en énergie renouvelable. Mais là, rien. Le désert, le mépris parfois, l'ignorance au mieux. Mon cher Moutaï, toi le Polynésien qui s'assume, et moi le descendant d'Africains esclavagisés des Caraïbes, avons conscience d'être ici comme la mouche du coche, qui semble gêner cet entre-soi hexagonal, quelque peu étriqué. En réalité, on se contente d'une politique de coups, parfois de petits coups,
d'affichage sans visibilité, de gribouille sans perspective de long terme, voire d'apprenti sorcier de la démocratie. Cette loi se veut donc ambitieuse. Madame la ministre, mais malheureusement, il lui manque l'essentiel, les moyens de son ambition. Nous verrons ce qu'il adviendra et dans l'urgence qui s'impose collectivement à nous, Madame, nous voudrions vous soutenir ardemment, ne serait-ce que pour répondre à votre bonne volonté et à votre écoute. Mais nous ne le ferons pas au détriment de l'outil d'une grande et cohérente politique énergétique qu'est EDF. Nous ne le ferons pas au détriment d'une politique énergétique réaliste, en rupture avec les logiques néolibérales dominantes desquelles vous avez le plus grand mal à vous départir. Nous ne le ferons pas au détriment de nos zones non interconnectées. Nous ne le ferons pas au détriment de l'implication légitime des élus de terrain qui sont les premiers à savoir de quoi ils parlent. Nous ne le ferons pas au détriment d'une politique territoriale pensée et réfléchie. Non, nous ne le ferons pas sans la souveraineté alimentaire et sans que la souveraineté alimentaire et la biodiversité ne soient préservées d'une accélération certes légitime des ENR, mais qui peut être mortifère si elle ignore les nécessaires équilibres à la fois écologiques, sociaux, sociétals et économiques. Nous ne le ferons pas sans une prise en compte des 10 Outre-mer. Accélérer les procédures administratives et simplifier sans rien enlever à nos exigences environnementales est une nécessité. Libérer le foncier dégradé de par son artificialisation, sans perdre nos terres agricoles et nos espaces naturels, est une nécessité. Améliorer le partage de la valeur des projets ENR sur le territoire, tout en sécurisant les coûts de l'énergie pour les populations, les collectivités et les entreprises, est une nécessité. Nous avons eu sur ces points, je crois, des convergences positives en commission, notamment celle liée à la nécessité de remettre les collectivités locales au cœur d'une véritable planification territoriale et celle liée également à l'impératif de préservation des espaces naturels et de la biodiversité, singulièrement dans les milieux insulaires fragiles, comme le sont beaucoup des territoires dits d'outre-mer. Sur ce chemin, Madame la ministre, notre approche se veut constructive. Nous souhaitons ardemment que vous intégriez à votre démarche les îles et milieux insulaires, qui représentent la moitié de l'espace terrestre et maritime français. Or, les enjeux liés à la crise énergétique et environnementale ont bouleversé l'évolution des technologies de l'énergie en remettant en question les filières traditionnelles. Pour atteindre leur autosuffisance, les îles et les territoires dits d'outre-mer doivent miser sur la valorisation de leurs ressources territoriales spécifiques. On a le soleil, le vent, la géothermie, les énergies maritimes, etc. Leur petite taille pour certains, trop souvent considérée comme un handicap structurel, peut devenir un atout si vous décidez d'en faire des laboratoires d'innovation et de transition écologique. Dépendant à plus de 90% du pétrole, nous devons pourtant déjà penser et agir sur l'après-pétrole tout en assurant à nos populations, dont la consommation d'énergie augmente de près de 10% par an, des prix raisonnables. C'est ce défi qui est le nôtre, Madame la ministre, et dont nous aurions aimé parler dans un titre spécifiquement consacré aux 10 Outre-mer, mais malheureusement absent de votre projet de loi. Je vous avoue d'ailleurs que nous, élus dits d'outre-mer, sommes un peu traumatisés et surtout en colère. Vous n'êtes pas personnellement en cause, mais puisque c'est la première fois que j'ai le privilège de m'exprimer à cette tribune, je veux le dire avec force, ici et maintenant. Le gouvernement est entré dans une politique dangereuse de déni de nos peuples et de nos pays dits d'outre-mer. C'est le pacte républicain qui est en cause désormais. Il a supprimé de la mission Outre-mer de la loi du projet de loi de finances des mesures résultant d'amendements pourtant majoritairement votés par l'Assemblée d'un trait de plume de 49.3. Il a encore récemment tenté de faire taire par obstruction
les représentants de ce territoire à l'Assemblée nationale, alors qu'ils et elles évoquaient la situation sanitaire on ne peut plus catastrophique de nos pays. Il a rejeté depuis 5 mois presque tous nos amendements. Madame le ministre, permettez-moi de vous dire, sans flagornerie là encore, que vous êtes une exception. Mais le gouvernement auquel vous appartenez a ainsi fait montre de méconnaissance, d'a priori idéologique, voire de mépris pour nos peuples. Sachez, Madame la ministre, qu'en matière d'énergie renouvelable, dont nous pourrions être des fers de lance, il faut remonter à la LOM de 2000 pour qu'il soit fait mention d'une telle priorité. La réalité est au contraire celle de notre dépendance, souvent à près de 95% des énergies carbonées fossiles. Est-ce acceptable alors que nous pourrions être de vrais laboratoires des innovations en matière d'énergie renouvelable? C'est l'objet de certains de nos amendements qui, dans un titre nouveau, consacrent symboliquement cet impératif d'accélération. On ne saurait mieux décrire les désavantages de notre situation à 7 ou 10 000 kilomètres d'un pouvoir qui, sans yeux pour les nuances d'une situation ou d'un problème, sans oreilles pour la légitimité de nos plaintes, comme à tâtons, décide étrange, hors de nous-mêmes. C'est effectivement ce qu'Aimé Césaire appelait la tyrannie par indifférence, et nous y sommes. Alors, Madame la ministre, soyez le champ de revirement de l'approche du gouvernement vers les 10 Outre-mer. Soyez la représentation populaire d'un imaginaire français retrouvé. Soyez l'espoir en lequel nous voulons encore croire. Soyez en quelque sorte, même si c'est quelque peu exotique sous nos cieux, l'hirondelle qui pourrait faire croire au printemps. Bref, et s'agissant des Outre-mer, osez réunir notre histoire et notre géographie. Je vous remercie. Merci, Monsieur Nadeau.